Vous écoutez le podcast 12 France. C'est déjà la rentrée et je suis sûre que vous voulez déjà repartir en vacances. Alors, j'ai une proposition. Et si on prenait le train ? Et si on s'aventurait dans des wagons où tout peut se passer ? Des crimes, des histoires d'amour, des querelles. C'est ça que je vais vous proposer dans 12 France. Vous montrer la vision romantique du train, mais aussi sa réalité. Et pour cela, on va avoir des invités de marque, mais aussi une aventure personnelle que j'ai eu l'occasion de vivre cet été. Vous êtes prêts ? Suivez-moi. Je suis devant la gare d'Austerlitz et je vais pas tarder à prendre le train de nuit qui va aller jusqu'à Gap. Et je profite de ce vocal un peu pour... ça te fait un peu l'ambiance. C'est assez drôle. Normalement, je vais avoir un train couchette, uniquement féminin. Ça, c'est assez cool parce que du coup, j'aurai pas trop de problèmes normalement. Et peut-être que mes compères de cabine vont être sympas. Je croise les doigts. On va laisser Justine s'installer et on va donner la parole à un dénommé Clive Lamming. Clive Lamming, c'est tout simplement un des plus grands, si ce n'est le plus grand spécialiste du chemin de fer. Et j'ai eu l'occasion d'écouter et de découvrir un entretien qu'il a donné dans une librairie parisienne russe. Je vous laisse l'écouter. Alors la passion pour les chemins de fer vient du fait que quand j'étais petit, dans les années 30-40, la seule chose exceptionnelle qu'on voyait au monde, c'était une locomotive à vapeur. Il y avait très peu de voitures, mais il y avait très peu de trains, il n'y avait pas d'avions. Et en général, quand on prenait le train, les parents emmenaient les enfants voir la locomotive. C'était un rite, même dans toute la population d'époque. Et on faisait la leçon de choses avec la vapeur, les bielles. Et j'avais toujours peur que cette énorme machine explose. Mais les chemins de fer donc, viennent de ce côté exceptionnel. Et il y avait toujours un voyage, une fois par année. On appelait ça un voyage en chemin de fer, où on partait donc chez des grands-parents. Pour les miens, c'était dans l'Ardèche. Donc on partait de Paris et on mettait une grande journée, parfois un peu plus en train, pour aller jusque dans l'Ardèche. Le train était très lent, mais déjà à l'époque beaucoup plus rapide que les voitures. Les trains ont toujours été très très rapides. Vous êtes oscarisé pour votre passion. Ah oui, exactement. J'ai été oscarisé. J'ai un Oscar à Hollywood pour avoir dessiné la gare du Nord pour Martin Scorsese. Voilà, Martin Scorsese voulait tourner Hugo Cabret pour sa fille, d'ailleurs, une histoire de chemin de fer. C'était un train movie, et il voulait tourner à la gare du Nord. Et il demande à la SNCF lui dit, il n'y a pas de problème, c'est 100... Attendez, je ne vous dis pas une bêtise, c'est 100 000 € par jour, la location d'un quai. Parce que vous perturbez tout le trafic de la SNCF. La gare du Nord, c'est 700 000 voyageurs par jour. C'est des trains toutes les 30-40 secondes. C'est 4 fois le nombre de voyageurs de Roissy. Le train transporte 50 fois ce que transporte l'avion en France. Alors, Scorsese et la Warner Bros., ils ont quand même reculé. Alors, il a dit, qu'est-ce que je vais faire ? La SNCF a dit, on va vous louer un dénommé Clive Lamming, qui ira vous fabriquer la gare, telle qu'elle était en 1929 à Londres. Et j'ai donc envoyé tout de suite à l'équipe, d'ailleurs c'était Dante Ferretti, le décorateur, et une certaine Lucia Lucavio, oui, qui était sa femme, et je leur ai envoyé tous les plans, et je suis allé de temps en temps voir cette gare, il y avait quelques erreurs, tout ça, et j'ai donc fabriqué une gare donc, à Londres pour Martin Scorsese. Et comme Martin Scorsese, il aimait aussi tout ce qui est horlogerie. On voit beaucoup d'horloges dans ce film. Et moi aussi, je lui ai donné des plans. Je lui ai donné des catalogues d'époque, des années 30, dans lesquels il y a des trains jouets. C'est pourquoi j'ai des catalogues, des nouvelles galeries, enfin, etc. Et avec ça, on a même pu faire les costumes des voyageurs. On a pu faire les uniformes, enfin, etc. Donc vraiment, il était très heureux. Et mon travail a été tel que finalement, effectivement, il y a un Oscar pour la gare et pour le décor.
qui est quelque part à Hollywood. Et c'est comme ça que par la suite, le cinéma est fidèle. J'ai été invité par Kenneth Branagh à faire le train pour le Crime de l'Orient Express, le dessiner, parce que ça coûte très cher de louer un train, ça coûte très cher de le faire rouler. Donc le mieux, c'est de prendre des plans et de le reconstituer. Alors le problème avec ce cher monsieur Laming, c'est qu'il est tellement passionné que son objectivité n'est pas au rendez-vous. Et je voudrais suivre le fil de sa discussion pour évoquer avec vous le travail cinématographique qui peut être réalisé dans les gares. Et pour cela, quoi de mieux que de se tourner vers Jean Renoir qui a tourné une adaptation d'un roman d'Émile Zola, La Bête humaine. Je vous laisse découvrir comment ce cher Renoir a réussi à interpréter ce chef-d'œuvre. Un petit peu avant la guerre de 1939, Monsieur Hakim, producteur, eut l'idée de tourner La Bête humaine. Il pressentit Gabin pour jouer le rôle principal. Gabin, enfin je ne sais pas si Hakim et Gabin sont venus directement à moi, mais enfin en tout cas Gabin a demandé que ce soit moi qui assure la mise en scène de ce film. Alors Gabin est venu me trouver, Hakim est venu me trouver. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai dit je dois tout de même savoir ce dont il s'agit. Je suis obligé de faire un aveu, je n'avais pas lu le roman. Je l'ai très vite parcouru, ça m'a semblé passionnant et j'ai dit ben c'est entendu, allons-y. Alors il fallait commencer tout de suite. Je suis très fier d'un exploit sportif qui consiste en ceci. J'ai écrit le scénario en 12 jours, ce qui n'est pas si mal. Ma secrétaire avait mal au bout des doigts à force de taper. Puis alors j'ai apporté ce scénario, d'ailleurs qu'on n'a pas suivi, j'aime mieux vous le dire tout de suite, mais enfin il était là, et ça fait toujours très bien d'avoir un scénario quand on commence un film. Et nous avons commencé la préparation. Pour cette préparation, Gabin et moi avons demandé de savoir à peu près ce que c'est qu'un chemin de fer, ce que c'est qu'une locomotive, étant donné que cette locomotive est un des personnages les plus importants du film. Au fond, il s'agit d'une sorte de trio entre deux femmes et Gabin. Une de ces deux femmes étant Simone Simon, l'autre femme étant une locomotive. Exactement. Alors Gabin et Carrette d'ailleurs sont allés sur des locomotives, ont appris à conduire des trains. Gabin a conduit plusieurs fois le train du Havre à Paris avec des braves gens, des braves touristes qui revenaient d'Amérique du Nord, qui ne se doutaient pas qu'ils étaient conduits par un grand acteur. Peut-être qu'il n'aurait pas été rassuré d'ailleurs, qu'il valait mieux ne pas leur dire. La Bête humaine a été un film assez difficile à tourner puisque ça se passe très souvent sur des locomotives et on ne tourne pas sur une locomotive comme on tourne dans un studio. Alors on a eu toute une installation. Je dois dire que les chemins de fer de l'État ont été merveilleux, ils nous ont aidés. Ils nous ont donné des collaborateurs extraordinaires qui ont pris part au film, qui nous ont conseillé, qui nous ont permis de ne pas faire d'erreur. Car là aussi, je tenais à la réalité extérieure. Et j'y tenais beaucoup. Et on l'a respecté, croyez-moi. Il n'y a pas un détail dans ce film qui ne soit exact. Alors, on nous a donné une voie sur laquelle ne passait pas de train pendant la période où nous tournions. Et sur cette voie inutilisée en temps normal, nous avons mis un train composé d'une locomotive qui était notre locomotive, notre personnage, la Lison, celle que nous photographions. Derrière, nous avions un wagon plat sur lequel nous avions deux groupes électrogènes qui fournissaient le courant. Et cette locomotive était éclairée exactement comme on aurait éclairé un personnage en studio. Il y avait des projecteurs, il y avait des lampes, il y avait des contre-jour, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout ça attaché naturellement avec des fils, avec des courroies, avec tout ce qu'il faut. Enfin, tout ça était très compliqué, parce qu'on faisait tout de même du 100 à l'heure. Alors, pour atteindre ce 100 à l'heure assez rapidement, nous avions une autre locomotive qui nous poussait derrière. Alors, les démarrages étaient plus rapides. On faisait ça à deux locomotives. Nous avions aussi quelques wagons normaux dans lesquels les acteurs pouvaient se nettoyer, s'étendre quand ils ne tournaient pas, se remaquiller, etc. On avait un petit peu à manger, enfin, etc. C'était très bien organisé. Je dois dire que ces prises de vue ont été passionnantes, quelquefois assez dangereuses. Mon neveu, l'opérateur Claude,
Claude Renoir a failli être enlevé une fois. Il était chargé d'un appareil qui était contre le flanc de la locomotive. Alors on avait pourtant bien calculé, cet appareil était bien fixé contre la locomotive, mais on s'est trompé dans les calculs et l'appareil dépassait peut-être de 1 centimètre. Et en entrant sous un tunnel, il s'agit de filmer sous le tunnel, l'appareil a été absolument enlevé, réduit en miettes. Enfin, heureusement, Claude a vu le coup juste avant, l'a deviné et s'est aplati et il n'a pas été enlevé lui-même. Et il est encore vivant, heureusement. Mais ça, la bête humaine ou encore le témoignage de Clive Lemming, c'est un peu du fantasme ou alors un amour inconditionnel pour cette thématique qu'est le chemin de fer. Qu'en est-il dans la vie quotidienne? Qu'en est-il aujourd'hui? Justine, t'en es où? Qu'est-ce que tu penses de ta cabine? Alors, je viens d'arriver dans le wagon qui était censé être uniquement féminin, mais il s'avère qu'il est mixte. C'est pas si grave dans les faits, mais je pense que c'est important de le souligner, parce que si une personne veut absolument avoir une cabine uniquement féminine, elle risque d'être déçue. Sinon, le point que je voulais soulever, c'est que les gens sont absolument adorables. Il y a vraiment une ambiance de colonie de vacances avec des gens de tout âge. Donc ça, c'est vraiment la belle surprise de ce voyage. Bon, Justine a l'air d'être encore vivante, c'est une bonne chose. Si je lui pose la question, c'est tout simplement parce que très souvent, les Français ont affaire à des grèves ou encore à des retards ou encore à des objets non identifiés sur la voie. Et cela, c'est monnaie courante, comme le montre ce reportage réalisé l'hiver dernier. C'est un week-end de grand départ qui est prévu pour Noël. 1 million de voyageurs. Normalement, car la SNCF s'attend à des perturbations. Certains cheminots seront en grève. Une menace qui risque de gâcher les fêtes de Noël pour tous ces voyageurs qui ont déjà un billet en poche. C'est révoltant. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est délicat. Impossible de savoir combien de trains seront annulés à l'heure actuelle, car cette grève est inédite. Les préavis ont été maintenus, mais les syndicats n'ont pas appelé à cesser le travail. Une première tendance sera connue cet après-midi, mais il faudra attendre demain pour connaître le plan définitif de circulation. Les voyageurs seront avertis par SMS 48 heures avant leur départ. Franchement, c'est un peu juste. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se retourner, qui n'ont pas de solution. Puis les grèves, franchement. Eh oui, la grève fait partie du quotidien des Français, et cela depuis plusieurs années maintenant. Faut-il en rire ou en pleurer? Les humoristes français ont décidé de s'emparer du sujet et de le tourner en dérision. Voici une sélection, à mon sens, des meilleurs sketchs. Que ce soit les annonces irrésistibles du Palma Show. Suite à un mouvement social parce qu'on est énervé et qu'on a envie de faire le pont demain, le train aura 6 heures de retard. Oui, mais il y a toujours le bout de bois, hein. Ah, eh ben pour une durée indéterminée. Ou encore le personnage iconique de Régis, interprété par Canteloup. Pourquoi vous voulez faire un point sur les grèves? On n'est pas en grève. Aujourd'hui, c'est férié. Ouais. Ça n'a rien à voir. Oh, la vedette. Ils confondent une grève et un férié. La vedette. Alors, attendez, la prochaine grève est prévue pour jeudi. Est-ce que ça veut dire que vous allez travailler demain? Ben non. Demain, on fait le pont. C'est un pont grévé. Ça démarre de jeudi dernier jour de grève, à jeudi prochain jour de grève. C'est un pont grévé. C'est une invention de la SNCF. C'est labellisé, déposé, c'est dans le marbre. Pour terminer avec un sketch iconique des Chevaliers et Las Falès, le train pour Pau. Et c'est conseillé, parfois un peu compliqué. C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57? Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Ben, il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben c'est bien. Il y en a. Ah ben c'est bien. Ils roulent, c'est la nuit. Oui, c'est ça, c'est le train...
qui roule quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. Voilà. C'est ça. Il roule, c'est la nuit. En parlant du train de nuit, je me demande comment Justine a justement passé sa nuit. Alors, bien dormi ? Petit retour après une nuit de sommeil mouvementée. Toujours très bonne ambiance de colonie et on avait à bord une femme enceinte. Et à 2h du matin, cette femme a commencé à crier. Et donc, je pensais qu'elle était en train de perdre les os et qu'elle allait donner naissance à son enfant. Mais non, c'était la couchette du haut qui s'était à moitié effondrée sur elle. Ce qui était... Bon, elle a eu aucun problème, hein, mais ce qui était assez terrifiant, parce que entendre un grand crack et un cri absolument perçant dans la nuit, c'est pas ce qui vous vend le plus de rêves. Donc, c'est peut-être un deuxième point que j'aimerais soulever. Les trains sont encore vieux, ils n'ont pas été bien rénovés, donc vous pouvez avoir des surprises de ce genre. Et ça m'amène à aussi un autre point, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler pendant votre voyage. Et c'est pour ça que je ne vais pas le mettre sur le dos de la SNCF. Mais si vous avez une personne qui ronfle, si vous avez des gens qui discutent pendant la nuit, ça va vous empêcher de dormir. Et aussi, une deuxième chose à prendre en compte, à mon sens, c'est les réveils que vous allez devoir mettre pour vous réveiller, sinon vous pouvez très vite louper votre arrêt. Mais si je devais faire un bilan, je dirais qu'il y a un aspect aventure qui est indéniable. Ça permet de voyager autrement. On a tendance à voir le voyage comme une destination, alors que le processus pour se rendre à la destination est tout aussi important. Et je ne regrette pas d'avoir vécu cette expérience. Je la revivrai sûrement, mais en espérant que ma nuit sera un peu moins agitée. Et c'est avec ce témoignage mouvementé que nous allons clore cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker et le partager. La semaine prochaine, je vous donnerai des tips pour partir sur les chemins de Compostelle. Les tips pour les chemins de Compostelle, c'est la semaine prochaine sur 12 France.